La prophétie. Livre 4. Le passage. Un roman autobiographique de Declan Rigne. Avec les voix de Claudine Abdelkader et d'Alexandre Michalak. Avertissement. Ce livre audio contient des scènes érotiques explicites qui pourraient heurter la sensibilité de certaines personnes. L'écoute en est donc réservée à un public averti. Chapitre 20. La lettre d'Ailish. Chère Lazia, voilà, j'en ai terminé avec le récit de ce que furent ces 345 jours de l'année 1984 vécus auprès de Nathalie. Je ne voudrais cependant pas conclure sans y intégrer les notes prises après chacune de nos rencontres oniriques. De ces extraits, j'ai fait une lettre. La lettre que, si elle l'avait pu, Nathalie m'aurait écrite pour me raconter ce que fut sa vie après notre séparation. Bien sûr, afin que cette lettre soit cohérente, j'ai eu à ordonner, trier, résumer et réécrire des centaines de notes éparses. Je pense l'avoir faite en ne trahissant rien de ce que nuit après nuit, bribe après bribe, elle murmurait dans mon esprit. J'y ai rajouté le tout dernier et récent contact, où elle m'annonce que la porte l'appelle et qu'elle vient vers moi. De ce que j'en ai compris, ce voyage, qui pour elle va être quasi instantané, risque d'être pour moi une longue attente. Qu'importe, les mois ou même les années. Nous arrivons au bout du long chemin. 5 ans. Je n'ai pas vu le temps passer. Merci d'avoir lu ces milliers de pages, mais surtout de m'avoir mis en garde contre l'autocensure. Vous m'aviez écrit « Que vous importe de choquer les parangons de la morale incapables de comprendre ce qu'est l'amour, le véritable amour qui fait que l'on donne tout à l'autre, cet amour magnifique et si grand que pour chasser le démon qui lui mangeait l'âme, vous avez pris Gabriel dans vos cœurs. Ce qui compte, c'est ce que vous avez vécu, une histoire hors du commun. N'y mettez pas de voile, je crois que Nathalie n'aimerait pas ça. Vous partirez bientôt sous d'autres étoiles, rejoindre votre bien-aimé. Et c'est une bénédiction que vous ayez eu le courage de tout écrire. Il est important que ce monde garde la trace de cet immense amour. Nul doute que là-bas, vous croiserez la blonde Iseut et le chevalier Tristan. Merci Lazia de m'avoir prodigué ces encouragements et ce réconfort. C'est grâce à vous si je finalise ce long travail. Soyez bénis. Je vous embrasse. Jean. Voici donc la lettre d'Ailish. Cher John, ou plutôt devrais-je dire Declan, mon bel et tendre amour, ne crains rien, c'est bien moi, Nathalie, ton Ailish. Declan, tu te souviens? C'est le nom gaélique que je t'ai donné avant que nous mêlions nos sangs et que nous prononcions les mots du serment devant Kétriona. Je l'ai soufflé dans ta bouche et t'ai passé au doigt l'anneau d'éternité. En gaélique, Declan signifie homme de bonté, et c'est bien ce que tu es. Cette bonté dont tu as parfois été victime et dont certains se riaient, la qualifiant de faiblesse, est, au contraire, ta grande force. Ta bonté et ta douceur sont ce que j'ai vu en toi au premier regard, et ont fait que je suis instantanément tombée amoureuse de ce bel homme brun, frigorifié qui m'attendait devant le café d'Onou. Mon prénom gaélique, Ailish, rassemble les concepts de vie et de soleil. Tu y associes espièglerie et impudeur. Tu me diras bientôt si tu me trouves changée, en particulier sur le dernier point. J'ai tellement hâte. Pour la hâte, ce n'est pour moi qu'une formule, car là où je t'attends, le temps ne s'écoule pas de la même façon que pour toi. Il te faudra de la patience. Pour moi,
Tu seras là dans quelques heures, peut-être quelques jours. Mon amour, te dire que tu m'as manqué et que j'ai eu si mal que j'ai cru en mourir serait un euphémisme par rapport à ce que j'ai vécu la première année. C'est l'amour de Peter et le tien qui m'ont tenu en vie. Oui, le tien. Car je savais que par-delà le temps et l'espace, tu ne cesserais jamais de m'aimer, et que tu devais souffrir tout autant, si ce n'est plus que moi, de ne plus pouvoir me tenir dans tes bras et respirer mon souffle pendant mon sommeil. Te savoir malheureux n'était certes pas une consolation, mais bien une autre douleur. Mais tout au fond de mon cœur, il y avait cette petite lueur. Tu te souviens de notre première nuit, quand je me suis réveillée le lendemain, si heureuse, mais en même temps si inquiète de ce qu'avait dit la voix dans mes rêves? C'est cette phrase pourtant si terrible qui chaque jour a ancré en moi la certitude que nous nous reverrions. 1 an de bonheur absolu pour vivre le reste de mes jours avec cette épine dans le cœur. Cela en valait-il la peine? La réponse est dans la question. Car jamais je n'aurais pu imaginer qu'il était possible d'être si heureuse. Heureuse dans mon cœur, en paix dans mon âme, heureuse dans mon corps, à un point tel qu'il n'y a encore pas si longtemps, le seul fait de penser à toi me mettait dans un état second. Si je n'avais que ce choix pour te revoir, je dirais oui sans hésiter, et je repartirais à la case départ de ce mercredi de janvier 1984. Qu'importe la douleur, aussi atroce soit-elle, si elle était la seule condition pour passer de nouveau une année blottie contre toi. Ne crois pas que je dise cela parce que je sais qu'une autre option nous est offerte. Tu le sais, je le ferai vraiment. Si je te dis ce qui va suivre, c'est avec la certitude que tu auras l'immense bonheur de savoir que j'ai eu une belle vie et que ta joie sera décuplée en sachant que pas une seconde de cette vie ne s'est écoulée sans que tu sois près de moi, et en particulier lorsque j'ai repris une vie sexuelle normale après plus d'1 an d'abstinence. Certains diraient que je ne suis qu'une perverse, mais qu'ils aillent donc se faire voir. Je préfère le dire en français, parce qu'en anglais, c'est vraiment trop grossier. Je te disais donc avoir passé une année difficile, mais que j'ai pu supporter grâce à Peter. Je suis rentrée aux États-Unis en janvier 1985. Voyant que je n'étais pas bien, l'ambassadeur n'a fait aucune difficulté pour accepter ma démission et m'a même chaudement recommandée pour un poste à la NASA. Je me suis installée avec Peter à Melbourne, que tu connais bien. J'ai trouvé une maison pas très loin du Florida Institute of Technology, où j'ai été engagée comme maître de conférence en plus de mon job à la NASA. Tu as beaucoup manqué à Peter, qui me demandait fréquemment de tes nouvelles. Cet enfant était tellement sensible que malgré tous les efforts que je faisais pour le cacher, il a vite compris que chacune de ses questions à ton sujet me rendait très malheureuse. Nous n'avons reparlé de toi qu'après une très longue année. C'est d'ailleurs aussi le temps qu'il m'a fallu pour tolérer que les hommes me fassent à nouveau la cour. Béatrice est venue me voir régulièrement et nous avons passé quelques vacances ensemble. Elle s'était étonnée que depuis 1 an, je n'ai pas eu un seul homme dans ma vie, ou plutôt dans mon lit, me demandant si c'était une habitude chez moi de faire des cures de chasteté de longue durée, et s'il n'existait pas, comme à Paris, des instituts de tantra. Je lui ai expliqué qu'elle en connaissait bien la raison, puisqu'elle avait vécu mon amour avec toi en temps réel, et qu'elle devait sans doute comprendre que je ne puisse pas supporter qu'un autre homme me touche sans que tu sois près de moi. Ma réponse l'avait fait sourire, un pauvre sourire triste, plein de compassion. Elle m'avait demandé si dans la logique de ce raisonnement j'avais cessé de m'alimenter depuis 1 an, car de toute évidence,
Il devait m'être impossible de prendre un seul repas puisque là aussi, tu n'étais plus là. Je crois bien que je commençais à être sérieusement agacée en lui répondant qu'elle avait tout compris, car depuis notre séparation, les aliments n'avaient strictement plus aucun goût, et je me nourrissais par seule nécessité. Sa réponse avait fusé. « À ton âge, l'acte sexuel est un besoin primaire aussi nécessaire à la vie que la nourriture. » J'ai réussi à garder mon calme en lui faisant ressortir que, lorsque je mangeais sans ressentir aucun goût, je ne manquais de respect à personne, et surtout pas à un homme que je risquais de blesser profondément. Tu vois que la conversation commençait à être un peu tendue. C'était souvent le cas avec Béatrice, lorsque nous n'étions pas d'accord, mais tu le sais bien, 5 minutes après, on se faisait un gros câlin et l'on riait comme des petites folles. Pas cette fois cependant. Mais nous nous sommes tout de même calmés, et je lui ai patiemment expliqué le problème. Elle m'a répondu, un peu en se moquant, mais je sais que c'était pour me faire réagir, que la solution était toute simple. Trouve un homme qui se contente de tes fesses. Les coups d'un soir, c'est fait pour ça. Je crois que dans l'instant, j'ai failli la gifler. Mais la seconde d'après, je l'ai prise dans mes bras et me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps. Le résultat étant que Béatrice n'a pu retenir les siennes et que pendant 5 minutes, nous avons pleuré dans les bras l'une de l'autre. Nous ne sommes revenus qu'une fois sur le sujet avant son départ. Je lui ai promis d'y réfléchir sérieusement et de la tenir au courant. Pendant plus d'1 mois, j'ai tout fait pour oublier cette conversation. Toutes les nuits, je rêvais de toi, et pas une journée ne passait sans que je revoie ces mois merveilleux, trop vite envolés. J'en devenais distraite à un point de commettre des erreurs dans mon travail. D'abord sans grandes conséquences, jusqu'au jour où ce fut la bourde, plus que grave, qui aurait pu me coûter mon poste si quelqu'un n'avait récupéré le dossier que je venais de signer et corrigé l'erreur de calcul d'un de mes collaborateurs qui m'avait échappé. C'était un collègue de travail du nom de William. Il dirigeait un service avec lequel je collaborais étroitement et où nous occupions des postes de niveau similaire. Il était bel homme, délicat et cultivé. Et au fil des mois, après ce sauvetage, dont je l'avais vivement remercié, j'ai fini par accepter sa compagnie régulière au self, puis quelques dîners. Le soir où il m'a parlé de ses sentiments, c'est dans sa voiture, devant chez moi. Il me raccompagnait après un dîner où il s'était montré plus grave qu'à l'habitude. Il m'a dit qu'il avait tout de suite été attiré par moi, mais qu'à la façon dont je réagissais lorsque quelqu'un me courtisait, il avait aussitôt compris que je traversais une épreuve particulièrement pénible et qu'en conséquence, il était resté aussi discret que possible. Son attitude délicate m'a touchée, et je le lui ai dit que je l'appréciais beaucoup, pour ajouter aussitôt que, s'il était possible d'envisager quelque chose entre nous, il devait savoir que je ne pouvais jamais l'aimer, et que ça resterait purement physique. En quelques phrases, je lui ai expliqué que j'avais dû m'éloigner de l'amour de ma vie, pour ne pas briser une famille et respecter un serment, mais que mon cœur était pris pour l'éternité. Il a paru très surpris d'une telle affirmation et surtout d'une telle formulation. Il a cependant immédiatement compris que ce n'était pas une plaisanterie lorsque je lui ai dit qu'il avait d'ores et déjà mon amitié, qu'il pourrait peut-être avoir ma tendresse et mon corps, mais que mon cœur lui resterait à jamais fermé, car il appartenait à un autre. Il m'a répondu qu'il était prêt à relever le défi, qu'il aurait de l'amour pour 2. Il m'a paru si dépité lorsque je lui ai dit que ça ne suffirait pas et qu'il en faudrait au moins pour 3, que je l'ai invité à prendre un verre à la maison. Peter était chez un ami pour le week-end. Je pouvais donc le faire sans risque de troubler mon garçon. Au début, mes intentions étaient claires. Nous allions bavarder quelques minutes et après avoir fini son verre, il s'en retournerait chez lui.
Mais, mieux que personne, tu connais mon côté imprévisible. Nous venions juste de trinquer, quand, prise d'une subite impulsion, j'ai décidé de crever l'abcès et de lui montrer ce à quoi il fallait qu'il s'attende s'il voulait continuer avec moi. Je me suis levée, et à peine à 1 mètre de lui, j'ai commencé à me déshabiller. Il a failli en lâcher son verre. Je voyais sa main qui tremblait. Son visage était la personnification même de l'incrédulité. Il était tellement paralysé que c'est moi qui ai dû pratiquement lui ôter tous ses vêtements. Mais lorsque je suis venue dans ses bras et qu'il m'a allongée sur le canapé, il n'avait plus assez de mains pour me caresser. Il a très vite compris qu'il ne pouvait embrasser 2 endroits de mon corps, ma bouche et mon sexe, et que la réciproque était vraie. Il n'avait plus qu'une chose à faire, et il l'a faite avec beaucoup de douceur. C'était un homme endurant, et il a sans doute cru que le fait de prolonger l'acte pouvait m'amener au plaisir. Tout ce que je ressentais, c'était l'amour immense de cet homme et un corps étranger dans mon ventre. Je ne dis pas que j'ai subi et que je suis restée passive. J'ai essayé de lui donner un maximum de plaisir. Lorsqu'il a joui, il est resté sur moi et en moi un moment. Et tout à coup, je me suis rendu compte qu'il pleurait. Je me suis redressée, l'ai pris dans mes bras et je l'ai serré contre moi, lui demandant pardon de ce que je venais de lui infliger. Il m'a dit que je n'avais rien à me reprocher et que je l'avais prévenu. Il n'avait pourtant jamais pensé à quel point aimer sans être aimé pouvait faire mal, surtout quand la personne était de surcroît si douce et si tendre. Nous nous sommes quittés en nous promettant de réfléchir à la possibilité de poursuivre cette relation, sans que personne n'en souffre. Sur le pas de la porte, il a cherché mes lèvres, mais n'a trouvé que ma joue. Je suis vite rentrée pour aller aussitôt sous la douche, et quand je me suis couchée, j'ai éclaté en sanglots. J'étais morte de honte d'avoir fait du mal à un homme de bien, et en prime avec le sentiment de t'avoir trompé, et d'avoir bafoué notre amour. J'ai beaucoup pleuré cette nuit-là, et me suis réveillée très tard le lendemain. Le temps de boire un café, et je l'ai aussitôt appelé. Lorsqu'il a décroché, j'étais tellement angoissée que je n'ai même pas pu prononcer une parole tant j'avais la gorge serrée. Il a très vite compris que c'était moi qui l'appelais, et a eu des mots si gentils qu'il a réussi à me détendre. Je lui ai encore demandé pardon, mais me demandant à son tour de lui pardonner. Il m'a dit que, malgré la souffrance de savoir que mon cœur était à un autre, il n'avait pu résister tellement j'étais belle et désirable. Nous nous sommes revus tant au travail qu'à la maison ou chez lui, sans renouveler l'expérience de cette première fois. Lors d'un pique-nique plage, auquel il avait aussi invité Peter, et profitant de ce que mon garçon jouait au bord de l'eau, il m'a dit que depuis le soir où je m'étais donnée à lui, il ne pensait qu'à moi, et que plus il essayait de m'oublier, plus son amour se renforçait. Il m'a dit qu'il m'aimait tant que si j'acceptais de l'épouser, il me ferait la promesse solennelle de ne jamais essayer ne serait-ce que de m'effleurer. Il m'a juré qu'à défaut de pouvoir être mon amant, il serait un mari attentionné et un père aimant pour Peter. J'en suis restée stupéfaite, et il m'a fallu quelques secondes pour réagir et lui dire que je ne pouvais accepter un tel sacrifice. J'étais complètement perdue, et je lui ai demandé un peu de temps pour essayer d'y voir clair en moi. Il m'a pris la main, et l'a embrassée et m'a répondu que je pouvais prendre tout le temps que je voulais, rajoutant aussitôt avec un petit sourire triste qu'il venait déjà de manquer à ses promesses, en faisant plus que m'effleurer, puisqu'il venait d'embrasser ma main. Il avait les yeux humides. Nous avons continué à nous voir régulièrement pendant plusieurs semaines, tant au bureau qu'au self, mais jamais seul. Fidèle à sa promesse, William n'abordait jamais le sujet. J'ai mis 1 mois à prendre une décision et je lui ai téléphoné un vendredi soir pour lui dire que j'étais désolée.
mais qu'il devait comprendre que sa proposition n'était pas viable. Avec le temps, cela déboucherait pour lui sur de la frustration et pour moi sur de la culpabilité, celle d'avoir rendu malheureux un homme de bien. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil, puis il m'a répondu. Je sentais combien sa gorge était nouée, mais il m'a dit que c'était moi qui avais raison, et qu'il était heureux que j'aie pu garder la tête froide. Même si je pouvais sentir combien il était malheureux, j'ai été soulagée et surtout certaine d'avoir fait le bon choix. J'ai donc replongé dans mon célibat et une vie consacrée à Peter et à mon travail. Mais ce premier rapport sexuel après 1 an d'abstinence avait réveillé quelque chose en moi. J'avais besoin de sexe, mais sans que mon partenaire s'attache à moi. Ce qui, je venais d'en avoir la preuve, m'inhibait totalement. Plus les jours passaient, plus j'envisageais sérieusement de retourner au Blue Velvet. C'est une 15aine de jours après le coup de téléphone passé à William que le miracle s'est produit. Parce que tu vas voir, il s'agit bien d'un miracle. Nous sommes vendredi soir et comme tous les soirs, avant de rentrer à la maison, je m'arrête à la boulangerie française, pas très loin du Hilton. Je suis déjà en retard et la baby-sitter doit attendre que j'arrive pour pouvoir rentrer chez elle. Inutile de te dire que je me presse et... même un peu trop. Juste au moment où je passe la porte tête baissée en farfouillant dans mon sac pour y chercher mes clés de voiture, je me heurte à un monsieur qui n'a même pas le temps de s'écarter pour m'éviter. Le choc est assez rude. Clés, sacs, pain, tout se retrouve par terre. Je ne prends même pas le temps de m'excuser et je m'accroupis pour ramasser mes affaires. Le problème, c'est que le jeune homme que je viens de télescoper a la même idée au même instant. Résultat, 2e choc et frontal celui-là. Je me retrouve assise sur le trottoir, un peu étourdie, et là, assis en face de moi, se massant le front et reconnaissable entre mille, avec toujours ce même look de grand adolescent et sa tignasse blonde, Gabriel, qui me regarde d'un air complètement ahuri. Je n'en crois pas mes yeux. L'espace d'une seconde, je pense que c'est une hallucination provoquée par le choc de nos 2 têtes, mais non, c'est bien lui. Il est le premier à se relever et à me tendre la main pour m'aider. Nous tombons dans les bras l'un de l'autre, parlant en même temps et bafouillant pour nous excuser, savoir si l'autre n'a rien. L'émotion est si forte que personne ne pense à ramasser mes affaires toujours sur le trottoir. C'est une brave dame qui s'en charge, et c'est tout juste si je la remercie tant j'ai la gorge serrée. Rencontrer Gabriel, c'est comme te retrouver. À part des excuses embrouillées, nous n'avons pas encore prononcé une seule parole. Je suis dans ses bras et je me mets à pleurer. Il croit sans doute que c'est parce que j'ai mal et s'excuse. Nathalie, mon Dieu, je suis désolé. Décidément, nos rencontres sont toujours un peu surprenantes. Je me rends compte que les passants autour de nous nous regardent interloqués et je finis par me calmer. Mais ça ne dure qu'une seconde, car dans le même temps, te cherchant du regard, il me demande « Et John, comment va-t-il ? » J'ai cru que j'allais m'évanouir. Il a dû me soutenir pour m'empêcher de me retrouver une nouvelle fois par terre. Te dire que le pauvre garçon était inquiet et complètement perdu serait au-dessous de la vérité. Il y avait un snack de l'autre côté de la rue, et il m'a proposé d'aller nous asseoir et boire un café. J'ai accepté d'un hochement de tête, sans même prononcer un mot. J'en étais incapable. J'ai aussitôt téléphoné à la baby-sitter pour m'excuser, lui dire que je ne serais pas à la maison avant 1 heure. Le moins que je pouvais faire était de donner quelques explications à Gabriel, et ça allait certainement prendre plus de 5 minutes. Une fois assise devant lui et nos cafés servis, ma parole s'est libérée comme un torrent, et je lui ai tout raconté. Au fur et à mesure que je lui relatais les circonstances précises de notre séparation, je voyais son visage d'ordinaire si lumineux devenir triste. De grosses larmes coulaient le long de ses joues. Sur la fin de mon récit,
Il m'a pris les mains et n'a cessé de les embrasser, comme s'il voulait m'insuffler un peu de tendresse. Nous n'avions pas touché à nos cafés, et ils étaient complètement froids. Gabriel n'a pas fait un seul mot de commentaire, gardant toujours mes mains dans les siennes. On est juste resté là, à se regarder et à pleurer. C'est moi qui me suis ressaisie la première. J'ai quand même fini par lui demander de ses nouvelles, et j'ai appris qu'il avait récemment déménagé sur Melbourne, reprenant un cabinet qui venait de se libérer. Miami était une bien trop grande ville pour lui, trop bruyante, trop agitée. Pensant venir nous voir à Paris, il avait appelé 2 fois sans succès. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Je lui ai dit que, très rapidement, pour ne pas être tentée d'y revenir, j'avais vendu l'appartement de l'avenue Foch. Tous les ponts avec Paris et toi étaient définitivement coupés. Il a serré mes mains très fort. Non, Nathalie, tous les ponts ne sont pas coupés. Vos 2 cœurs ne font qu'un, et où que vous alliez, quoi que vous fassiez l'un et l'autre, ils resteront unis à jamais. Je me suis remise à pleurer. Mais cette fois-ci, c'était de bonheur. La toute première fois que j'éprouvais ce sentiment depuis plus d'1 an. C'est moi qui ai embrassé ses mains. Gabriel, vous êtes un vrai miracle. À chaque fois que l'on se voit, vous me faites du bien et... Je me suis rendu compte de ce que je venais de dire et j'ai ri. Son visage s'est illuminé. Mon Dieu, que je suis heureux. Vous voir enfin sourire est une véritable bénédiction. Ce visage est le souvenir que j'avais gardé de vous. J'aurais tellement voulu rester encore avec lui. Mais j'étais terriblement en retard. Plus d'1 heure et demie. Je me suis levée précipitamment, lui ai fait un bisou à la volée, au coin des lèvres, et lui ai donné ma carte. Désolée Gabriel, mais je suis très en retard et Peter et sa babysitter doivent commencer à s'inquiéter. Appelez-moi, je vous en prie, promettez-moi, il faut absolument que l'on se revoie. Le temps qu'il me le jure, j'étais déjà à la porte. Je n'ai pas eu à attendre bien longtemps pour qu'il m'appelle. Je venais à peine de coucher Peter. Il a d'abord un peu bégayé pour s'excuser d'appeler si tôt. Enfin, si tard. Il ne savait plus quoi dire. Lorsque je l'ai assuré que j'étais très heureuse de son appel, il a retrouvé ses moyens. Je lui ai dit « Mais Gabriel, ce n'est pas comme si nous étions des inconnus l'un pour l'autre. » Je l'ai taquiné. Tu vois, je n'ai pas changé. Je l'ai entendu rire, en me confirmant que nous nous connaissions même très bien. Je crois que j'avais réussi à le détendre. Alors, comme on se jette à l'eau, il m'a demandé s'il était possible de se voir dimanche soir, rajoutant que ce serait juste pour un dîner. Il comprenait que je ne pouvais veiller tard, puisque je travaillais le lendemain. Lui travaillait le samedi, pas le lundi. Il a été étonné de ma réponse. Je dis souvent qu'il n'y a pas de hasard. Eh bien, voilà qui est confirmé. Pardon, je ne vous suis pas très bien. Je voulais juste dire que je ne travaille pas non plus lundi prochain. Enfin, pas vraiment. Un cours à préparer et pour ce genre de travail, je préfère être à la maison. Je pourrais donc faire la grasse matinée. Je veux dire, raisonnablement. C'est d'accord pour dimanche soir. Il était si ému que tout à coup sa voix a dérapé et qu'il s'est mis à tousser très fort. Il m'a rassurée, me disant que ce n'était pas grave, qu'il était juste un peu nerveux. Reprenant le contrôle, il m'a proposé de se voir chez lui. Il voulait à tout prix me faire une démonstration de ses talents de cuisinier. Je crois que l'on était tellement émus tous les deux que nous avons failli raccrocher sans qu'il me donne son adresse. Je suis donc arrivée le dimanche soir vers 19h devant une grande maison, avec une vaste terrasse et un très beau jardin. Nous étions presque voisins et j'aurais même pu venir à pied si je n'avais craint une averse. Avant même que je ne sonne, la porte s'est ouverte. Comme à son habitude, il était habillé tout simplement, blue jeans et chemise blanche. Avec sa tignasse blonde en bataille, il était beau comme un ange. Mais ça, tu connais déjà.
Il m'a fait entrer et m'a débarrassé de mon sac et de mon châle. Il n'avait d'yeux que pour ma robe que j'avais choisie très simple. Tu sais bien le genre de robe que tu aimes tant me voir porter. Un stretch de satin de coton lamé bleu nuit, au décolleté en V, souligné de satin noir. Gabriel m'a donc fait entrer dans un petit hall d'accueil, d'où nous sommes passés dans un salon à la décoration très raffinée, très moderne. Ce garçon a une âme d'artiste. Il avait préparé du champagne qui nous attendait au frais dans un seau à glace. Du vrai champagne de ton beau pays. Au premier verre, nous n'avons fait que parler de toi. Il voulait tout comprendre de nos motivations pour avoir pris cette décision surprenante. Au deuxième verre, nous avons parlé de sa nouvelle vie à Melbourne, et sans me montrer trop indiscrète, j'ai essayé de savoir s'il y avait quelqu'un dans son cœur. Sais-tu ce qu'il m'a répondu, en soutenant mon regard? Oui, vous deux. J'ai failli en lâcher mon verre de champagne sur le tapis. Il m'a expliqué qu'il y avait bien eu quelques amourettes, mais qu'il n'avait jamais réussi à s'attacher vraiment. Ses yeux brillaient quand il m'a dit qu'avec aucune de ses conquêtes, il n'avait réussi à retrouver ce sentiment de bonheur et de plénitude qu'il avait éprouvé avec nous. J'en avais presque les larmes aux yeux en l'écoutant. Les larmes aux yeux et aussi une petite crispation au creux du ventre. Le souvenir de la Saint-Valentin, sans doute. Et tout à coup, l'évidence s'est imposée. Gabriel ne pouvait ressentir ce sentiment de plénitude qu'avec nous. Il était donc le seul homme qui pouvait m'accepter dans sa vie, sachant que tu étais dans mon cœur. Tu sais, et nous en avons parlé souvent, que j'ai toujours eu une attirance physique et sentimentale pour ce garçon. Rien de comparable à ce que j'éprouve pour toi, tant s'en faut. Mais je me suis souvenue de ce petit matin sur le canapé du salon, dans le chalet des Keys, et j'en ai été très émue. Pas seulement émue, mon ventre aussi se souvenait. Je crois que l'équation était résolue. C'était un homme avec lequel je me sentais bien, que je désirais, et ce même homme avait une très grande tendresse pour moi. Un peu comme si dans une autre vie, vous aviez été jumeaux. Tu vois, mon amour, il n'y a pas de hasard. Ce n'était pas un hasard si Gabriel avait surgi des buissons au pied de la terrasse de notre chalet, ce jour de Saint-Valentin. Dieu savait ce qu'il faisait. Au troisième verre, le ton est devenu plus grave et nos regards plus appuyés. Tu sais bien que je ne peux rester longtemps, comme vous dites en France, le cul entre deux chaises. Et alors qu'il s'apprêtait à me proposer de passer à table, je lui ai dit spontanément, sans réfléchir, « Que diriez-vous si nous invitions John ce soir ?» Il a écarquillé les yeux. Mais John est à Paris. J'ai eu un frisson. À Paris, au Tchad, peut-être au Gabon ou au Congo, mais il est aussi ici, avec nous. Gabriel ne comprenait pas. Je lui ai fait un grand sourire. Il est dans votre cœur, et il est aussi dans le mien. Il est donc ici avec nous, si vous le souhaitez. Je l'ai vu devenir tout pâle. Je lui ai souri, suis venue m'asseoir près de lui ai pris son verre, de crainte qu'il ne le lâche, et lui ai demandé si le repas supportait d'être réchauffé. En bégayant presque, il m'a dit « C'est un ragoût de mouton irlandais, en hommage à vos ancêtres, mais avec une recette d'un grand chef de Dublin, digne d'un 3 étoiles. Je me suis entraîné tout le samedi. » J'ai pris ses mains dans les miennes, j'ai regardé droit dans les yeux, et lui ai dit « Depuis que John et moi, nous nous sommes séparés, j'ai mis ma vie de femme entre parenthèses. Le mois dernier, j'ai vécu une expérience atroce. J'ai cédé à un homme qui me faisait une cour pressante. Il m'aimait profondément, mais je ne l'aimais pas. Sans le vouloir, je lui ai fait beaucoup de mal. Tout ça pour vérifier si je pouvais encore... Bref, ça a été une catastrophe.
J'ai tellement honte de moi. Je n'avais pas le droit de faire une chose pareille. Je ne savais pas pourquoi je lui disais tout ça, ou plutôt, je le savais très bien. En dehors du désir que m'avait toujours inspiré ce garçon, quelque part il était toi. J'avais retrouvé un peu de toi, et depuis notre télescopage à la porte de cette boulangerie, une angoisse sourde me rongeait. Il était impossible que je ne le revoie pas, que je perde le peu de toi que j'avais retrouvé. Il fallait donc que je lui dise tout ce qu'il y avait en moi, quitte à prendre le risque de l'effrayer ou même de le vexer. Je ne voulais pas qu'il ait l'impression d'être une bouée de sauvetage. Ce que j'éprouvais pour lui n'avait rien à voir avec ce que je ressentais pour toi, et il le savait. Peut-être préférait-il sa vie telle qu'elle était? Peut-être préférait-il se souvenir de nous comme quelque chose de très doux, quelque chose de très beau, et rien d'autre? Je devais le savoir, être certaine que son appel et son invitation n'étaient pas autre chose que le simple geste de quelqu'un qui veut vous revoir, seulement parce qu'il vous aime bien. J'avais très nettement le sentiment de jouer les bulldozers, mais je voulais savoir, tout de suite, maintenant. Alors, encouragée par le fait qu'il laissait ses mains dans les miennes, j'ai continué. Que nous le voulions ou non, vous et moi sommes liés à John par quelque chose qui nous dépasse. Vous savez combien j'ai de tendresse et de désir pour vous, et je crois que c'est réciproque. Mais le plus important est que de tous les hommes qui peuplent cette planète, vous êtes le seul avec qui je puisse partager ce qu'il y a dans mon cœur. Là, j'ai eu l'impression de sauter dans le vide. Aucun homme ne m'accepterait sachant que j'appartiens à un autre. Vous seul le pouvez, parce que l'homme que j'aime et moi-même sommes dans votre cœur. J'avais été au bout de mon courage. J'ai baissé les yeux. J'aurais peut-être dû me taire, mais c'était impossible. Il fallait que je vous le dise. Maintenant, nous pouvons aller dîner. Durant tout le temps qu'avait duré mon monologue, il s'était tu. Là, il m'a pris le menton, m'a relevé la tête et m'a regardé au fond des yeux. Son regard était aussi doux que son sourire. Au diable le dîner, je crois que nous avons une affaire de cœur à régler. Quand il m'a embrassée, j'ai senti la même épée de feu dans mon ventre que lorsque sur la terrasse de ce chalet, tu me tenais dans tes bras et que tu ouvrais ma robe pour lui offrir mes seins. Quand il a défait ma robe, j'ai ressenti la même vague de tendresse que lorsque j'étais avec lui sur ce canapé au petit matin. Quand il a embrassé mes seins, j'ai gémi comme seul toi me faisais gémir. Quand je me suis ouverte pour l'accueillir, j'ai tremblé de tout mon corps. Quand il est entré en moi, j'ai crié de bonheur parce que c'était toi qui me tenais dans tes bras et qui m'embrassais. C'était toi, c'était lui, c'était vous, c'était nous. Le premier orgasme a été d'une telle violence qu'il m'a brisé les reins. Puis quelques secondes après, le deuxième est arrivé, comme une vague énorme, et nous avons joui ensemble. Je ne me suis pas entendu crier, mais il m'a dit qu'il avait presque eu peur. Il s'est allongé contre moi, me couvrant de baisers pendant que je cherchais à reprendre ma respiration. J'ai tourné la tête vers lui. Il était tout ému lorsque je lui ai dit « Merci, Gabriel. C'était merveilleux. Je ne sais pas si vous l'avez vraiment senti, mais John était là avec nous. Je croyais que ce n'était que dans ma tête. Mais c'était réel. Il était vraiment là. » Craignant qu'il ne soit affecté par ma remarque, je lui ai tendu les bras. Il m'y a rejoint pour me regarder avec dans les yeux tout l'amour du monde. Je suis si content que nous ayons pu vous rendre heureuse. Ce nous m'a bouleversée à un point que je n'ai pu retenir mes larmes, qu'il a essuyées doucement, avec un petit mouchoir. Merci pour votre amour et votre générosité. Ce nous est la preuve que mon bonheur est tout ce qui compte pour vous. Étiez-vous conscient de la présence de John? À travers vous, oui, et j'ai tout fait pour le rendre heureux.
c'est parce que je l'ai senti que j'ai eu tant de plaisir. Si vous me promettez que le restant de notre vie sera à l'image de cet instant magique, et que jamais vous n'essayerez de faire sortir John de mon cœur, alors vous aurez toujours toute ma tendresse. À ce stade de notre relation, nous aurions dû normalement nous tutoyer. Ça ne nous est pas venu un seul instant à l'esprit, et jamais nous ne le ferons. L'emploi du français que nous privilégierons entre nous facilitera de beaucoup cette pratique. Et sur cette grande déclaration, je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps. Cela faisait plus d'1 an que, murée dans ma douleur, je n'avais plus pleuré comme ça. Gabriel m'a pris dans ses bras, mais s'en est pas inquiété. Il sentait bien que c'était des larmes de bonheur. Après m'avoir tendu une boîte de Kleenex et fait un bisou, il s'est éclipsé quelques instants pour revenir vêtu d'un peignoir de bain, m'en tendant un autre, et disant, d'une voix qu'il voulait solennelle, « Je crois qu'un Iris Two s'impatiente. » C'était la première fois de ma vie que je dînais aux chandelles simplement vêtu d'un peignoir de bain. Je suis rentrée à la maison qu'au petit jour, après une nuit torride comme l'avait été celle de la Saint-Valentin. J'étais en train de faire les pancakes lorsque la baby-sitter est entrée, tout ensommeillée dans la cuisine. « Vous êtes fraîche comme une rose, madame. Je ne sais pas comment vous faites, en sortant du lit. » J'ai bien failli lui répondre que tout dépendait de quel lit on sortait. Elle n'aurait pas tout capté. J'ai ri sous cape. Pour la première fois depuis si longtemps, c'était le premier matin où je n'avais pas mal. Voilà, mon amour. Je t'ai raconté l'essentiel de ces retrouvailles avec Gabriel et avec toi. On a continué à se voir régulièrement 1 à 2 fois par semaine, et chaque fois tu étais là dans nos cœurs et dans mon corps. Peter avait fait sa connaissance, et comme avec toi, ça avait tout de suite été le coup de foudre. Ce qui était différent par contre, c'est que Gabriel était son copain, alors que toi, tu étais le grand sorcier d'Afrique. Lorsque je les voyais jouer ensemble, je me demandais parfois lequel était le plus gamin des deux. C'est au bout de 6 mois que Gabriel, tout timide, m'a demandé si je voulais bien qu'on se marie. J'ai lu dans son cœur qu'il ne faisait pas ça pour te chasser, mais pour tout au contraire, t'inclure à jamais dans sa vie. J'ai tout de suite accepté. Pour l'état civil, je suis devenue Madame Nathalie Bedford depuis le 15 novembre 1986. C'est Gabriel qui avait choisi cette date, celle de ton anniversaire, pour que ce jour-là, nous pensions très fort à toi. Il savait très bien que dans la réalité, j'étais Madame Hailey Shrine, depuis le 11 août 1984, et ce, pour l'éternité. Nous avons acheté une très grande maison, et ce n'est que quelques semaines après le mariage que nous y avons aménagé. Le mariage a été très simple, pas plus d'une 20aine de personnes, y compris Béatrice, qui avait fait le voyage de Paris pour la cérémonie. La première chose que je lui ai demandé lorsque j'ai été la chercher à l'aéroport d'Orlando, c'est si elle avait de tes nouvelles. À ma question, elle a répondu par une autre, me demandant si, à tout hasard, je me rappelais que je me mariais le lendemain avec Gabriel pour ajouter aussitôt qu'elle n'avait aucune nouvelle de toi. Je me suis effondrée sur le volant, secouée par les sanglots. Je t'en supplie, Béa, dis-moi qu'il ne m'a pas oubliée. Aucune chance, ma chérie. Ce genre d'homme se ferait tuer sur place plutôt que de manquer à l'engagement qu'il a pris. Et puis, je suis certaine qu'il sait très bien qu'on ne plaisante pas avec une banderille. Elle est arrivée à me faire rire. Tu le sais, Béatrice est un second moi, ma doublure en brune. Elle m'a regardée pour me dire qu'elle ne savait pas si elle devait m'envier de connaître un tel amour ou être heureuse de son sort misérable de femme ordinaire. Elle a rajouté « Pour qu'il ne t'oublie pas, je lui ai envoyé une des dernières photos que j'avais de toi, à son adresse professionnelle, avec un petit mot lui expliquant que tu vis à Melbourne avec Peter et que vous allez bien. » Je le regardais sans comprendre. « Mais, Béa, il a déjà plein de photos de nous.
Je suis d'ailleurs certaine qu'il a dû les mettre dans une grosse enveloppe au fond d'un tiroir. Notre séparation est encore trop récente. Moi-même, je les ai rangés pour ne pas les regarder. Ça fait trop mal. » Elle a fait une petite grimace. « Oui, mais c'est une photo de toi prise ici en mars, celle où tu es belle comme le printemps. » J'ai eu envie de pleurer. Est-ce que tu te rends compte du mal que ça a dû lui faire ? Béa ne savait plus où se mettre. « Je sais, je ne suis qu'une idiote. J'ai cédé à une impulsion pour aussitôt le regretter. Mais rassure-toi, cela n'aura aucune conséquence sur votre serment, puisque c'est moi qui ai fait la bêtise, et non toi. » Elle avait un air tout triste. « J'espère que tu me pardonnes. Au moins, il sait que tu vas bien, et ça doit le rendre heureux. » On s'est fait un gros câlin, et j'ai réussi à libérer ma place de parking tout juste avant que l'agent qui se dirigeait vers nous ne sorte son carnet. Les mois et les années ont passé et je me suis installée dans ce bonheur tranquille, auprès de Gabriel qui, fidèle à sa promesse, ne venait jamais vers moi, que je ne l'y ai invité. C'étaient les jours où le manque de toi était plus fort que d'habitude. Il acceptait cette communion à trois, sans aucun problème, en tirant même comme une sorte de fierté et un bonheur certain de me savoir heureuse. Il disait qu'à chaque fois que je m'abandonnais, il lui semblait assister à l'éclosion d'un papillon. C'était un mari adorable, un homme de bien et un père pour Peter. Je peux te le dire sans baisser les yeux, jusqu'au dernier jour, j'ai eu pour lui une immense tendresse. J'ai traversé cette vie avec lui et j'ai fini par comprendre que dès l'instant où, dans ce snack près de la boulangerie, il avait su pour nous deux, il m'avait prise par la main pour m'amener à toi. 7 ans se sont écoulés, paisibles. Il n'y a pas eu une seconde de ces 7 années et de toutes celles qui ont suivi où tu n'aies été près de moi, tout au fond de moi, tout au fond de mon cœur. J'ai été pleine de toi et de ton âme depuis la seconde où je t'ai rencontré rue d'Onou, jusqu'à la dernière de ma vie. Et aujourd'hui, alors que je t'attends dans ce lieu de paix, la sensation de ta présence est plus que décuplée. Tu es là, près de moi, à chaque instant. Je n'ai plus jamais refait l'amour avec d'autres hommes. Il n'y a qu'avec toi que je pouvais partager ça. Sans toi, ça n'aurait eu aucun intérêt, aucun sens. Et je n'en avais aucune envie. De toute façon, Gabriel portait toujours en lui la cicatrice de la blessure dont nous l'avions guérie, et je n'aurais jamais pris le risque de la rouvrir. 2 ans après notre mariage, à 2 reprises, j'ai essayé de lui donner un enfant, sans succès. Chacune des grossesses s'est arrêtée à 2 mois, et la dernière fausse couche a failli mal se terminer pour moi. 1 semaine d'hôpital, les médecins n'ont trouvé aucune explication à ces échecs. J'avais tout ce qu'il fallait pour donner la vie, et le spermogramme de Gabriel était normal. Sur les conseils de mon gynécologue, j'ai abandonné l'idée d'offrir ce grand bonheur à Gabriel, qui l'a accepté en essayant de me consoler du chagrin que j'avais de ne pouvoir le rendre père. Et puis, j'ai fini par comprendre que si mon corps avait besoin d'une sexualité normale, il ne pouvait trouver le plaisir sans toi, et pas davantage accepter une grossesse qui ne vienne de toi. Dieu qui allait permettre que l'on se retrouve pour ne plus jamais se quitter, le voulait sans doute ainsi. Peter venait d'avoir 17 ans, et malgré son handicap, il avait une scolarité brillante et commençait à faire tourner la tête des filles de son lycée. Tu avais dit, la première fois que tu l'avais vu, qu'il était aussi beau que sa mère. Mais cette année-là, c'est moi qui étais fière d'être presque aussi belle que lui. Un soir, alors que je terminais une conférence au FIT, Gabriel m'a accueillie avec un grand sourire. Malgré tous les avis défavorables, il n'avait jamais renoncé à faire soigner Peter et à le guérir de son handicap. Toujours en train de consulter des spécialistes et de se tenir informé de l'évolution des thérapies.
Ce matin, il avait eu une bonne nouvelle. Un appel téléphonique d'un de ses amis spécialisé dans la chirurgie du larynx et qui pensait avoir la solution pour guérir Peter de son handicap l'avait empli d'espoir pour cet enfant qu'il avait toujours aimé et considéré comme son fils. Lorsque j'ai réussi à décoder le discours précipité de Gabriel, j'ai failli me trouver mal et l'instant d'après, je lui ai sauté au cou, en pleurant. Peter a été opéré dès le début des vacances et il a fallu 2 mois avant qu'il puisse émettre le premier son. La rééducation avec un orthophoniste très pointu a pris plus de 6 mois. Et la première fois que j'ai entendu la voix de mon fils, c'est le jour où il m'a dit « Maman ». 1 an après, soit 18 mois après l'intervention, il parlait comme toi et moi et m'a fait la surprise de parler français sans aucun accent, tout comme il parlait anglais et espagnol. Les progrès de la chirurgie avaient permis ce miracle. Mais cette magie n'aurait pu éclore sans l'exceptionnelle qualité de son oreille de musicien. Je m'aperçois que j'ai oublié de te dire qu'il était inscrit au cours de violon depuis l'âge de 8 ans, dans ce qui, en France, correspond au conservatoire. Il est sorti premier de son cours à 17 ans et a commencé à donner des concerts d'abord sur la côte Est, puis petit à petit dans tous les États-Unis. Celui de San Francisco a été un triomphe. Son premier concert à l'étranger, il l'a donné à Londres, alors qu'il venait juste d'avoir 20 ans. J'avais tenu à y assister. C'était très important pour lui que je sois là. 3 jours après, il était à Paris. J'aurais pu l'y accompagner, mais ça a été au-dessus de mes forces. Revenir à Paris 14 ans après était encore trop douloureux pour moi. Et j'ai lu dans les yeux de mon fils qu'il savait quelle était ma souffrance. J'apprendrai dans moins d'1 semaine que Peter s'en était toujours douté, mais qu'il ne savait que depuis 1 an que tu étais l'amour de ma vie. Il ne m'a fait aucun reproche quand je suis rentrée en Floride, le laissant seul continuer sa tournée. Lorsqu'il est revenu à Melbourne prendre quelques repos, il m'a fait le plus beau cadeau que je pouvais espérer recevoir. Cela faisait 9 mois qu'il travaillait dessus et le jour de la Saint-Jean, il m'a remis un paquet du format et du poids d'un album photo. J'ai ouvert le paquet et y ai trouvé un dossier volumineux rempli de feuilles de musique manuscrites. Sur la couverture cartonnée, cette inscription au feutre en français « Un amour infini. Concerto pour piano et violon ». Mes jambes se sont mises à trembler et à se dérober sous moi. Peter a juste eu le temps de me rattraper avec le manuscrit avant que je ne m'effondre. Il m'a fait asseoir sur le canapé, derrière moi, et alors que j'éclatais en sanglots, il s'est assis près de moi et m'a pris dans ses bras. « Maman, écoute-moi. J'ai mis dans cette musique l'amour, la joie, la tristesse, la douleur, l'apaisement et surtout l'espoir. Tout ce que je t'ai vu vivre depuis ta rencontre avec John quand j'étais tout petit. Ce n'est pas achevé et il faudrait que tu m'aides pour y mettre la dernière main et présenter l'œuvre dès le début de ma prochaine tournée. Est-ce que tu veux bien ? » Je l'ai serré très fort contre moi. « Maman, cela fait 14 ans que nous avons quitté Paris et que nous n'avons plus revu John. Depuis ce jour, tu n'es plus la même. C'est comme si la vie avait quitté ton visage et tes yeux pour aller se réfugier dans le donjon qu'est devenu ton cœur, où, en dehors de Gabriel et de moi, tu ne laisses plus entrer personne. Même ton corps est différent, tu n'as plus la même façon de marcher ou de t'asseoir. Toi qui adorais danser, tu ne danses plus, ou de très rares fois, et seulement avec Gabriel. On ne peut pas dire que tu sois triste, mais tu n'es pas non plus heureuse. Tu es très gentille avec tout le monde, et avec Gabriel en particulier, mais tu ne ris plus comme dans mes souvenirs. Lorsque tu ris, c'est toujours d'une façon un peu contrainte. Tu sembles attendre quelque chose, ou plutôt quelqu'un. J'ai mis du temps à comprendre jusqu'à ce que, l'année dernière, dans la bibliothèque, je tombe tout à fait par hasard sur un livre dont les pages étaient usées à force d'avoir été tournées. C'était un livre que John t'avait offert à votre retour d'Afrique. Un livre sur le Tchad, avec de magnifiques photos. Je n'ai pas voulu être indiscret,
mais il y avait une dédicace écrite en français. « À toi ma fée d'Irlande, tu es dans mon cœur à jamais, John. » Au moment où je refermais le livre pour le remettre à sa place, une enveloppe en est tombée. J'aurais sans doute dû la ranger, mais je l'ai ouverte. J'ai tout de suite reconnu ton écriture. C'était une lettre adressée à John que tu ne lui avais jamais envoyée. Tout comme le livre, le papier en était usé et constellé de taches qui avaient par endroits dilué l'encre. Sur la dernière page, la marque d'un baiser au rouge à lèvres en guise de signature. Cette lettre était datée de décembre 1988 et à cette date, cela faisait 2 ans que tu étais marié avec Gabriel. La lettre était longue, plus d'une 20aine de pages. J'avais le temps. Gabriel et toi étiez sortis faire des courses et vous en aviez pour la matinée. J'ai lu et relu chaque page, jusqu'à les apprendre par cœur, et encore aujourd'hui, je pourrais te les réciter sans en omettre un seul mot. Cette lettre m'a bouleversé, car tout y était résumé. Ta rencontre et l'année avec John, la cause de votre séparation et de notre départ 1 an après, l'amour de Gabriel et ta tendresse pour lui, et pour terminer, la dernière page consacrée à la paisible mais inébranlable certitude que John et toi alliez vous retrouver ailleurs. J'en ai fait ce concerto, maman, et je voudrais que tu m'aides à en faire une œuvre aussi belle que l'est votre amour à John et toi. Et puis que tu l'interprètes au piano avec moi lors de ma prochaine tournée sur la côte Est. Tu imagines dans quel état je pouvais être ? Émue au-delà du possible. Que Peter ait compris mon amour pour toi et ma tendresse pour Gabriel, qu'il ait été touché par notre histoire au point d'éprouver le besoin de la mettre en musique, était un signe du ciel. Je lui ai dit oui, tout de suite, et quand Gabriel nous a rejoints quelques minutes plus tard et qu'il nous a trouvés en pleurs dans les bras l'un de l'autre, il m'a bien fallu 10 minutes pour le rassurer et tout lui expliquer. Résultat, nous étions 3 à pleurer. Le soir même, chose que je n'avais jamais faite, j'ai frappé à la porte de sa chambre et je lui ai demandé si je pouvais dormir près de lui. Pour toute réponse, il m'a tendu les bras. Ce soir-là, je lui ai fait l'amour comme jamais, lui disant auparavant que je t'avais demandé de ne pas venir pour cette nuit, que je voulais passer seule avec lui. J'ai été sincère, lui donnant mon corps et ma tendresse sans retenue. La façon dont j'ai joui de lui et de lui seul, toute une nuit, ne s'était jamais produite et ne s'est plus jamais reproduite. De très longues années après, nous en parlions toujours avec beaucoup d'émotion. Avec le souvenir de notre étreinte au petit matin sur le canapé du chalet des Keys, c'était notre trésor. Pendant des mois, Peter et moi avons travaillé des nuits entières sur son concerto, corrigeant et répétant sans cesse. Lorsque nous nous sommes sentis prêts, nous avons contacté un studio d'enregistrement, et là encore, il nous a fallu plus de 2 mois de travail pour enregistrer tous les morceaux de piano et violon. N'étant jamais satisfaits, nous refaisions prise sur prise et si Peter n'avait été contraint par le calendrier de sa saison suivante, nous y serions sans doute encore. Puis, Peter s'est décidé et a fait imprimer le livret et la partition. Il a pris rendez-vous pour nous 2 avec le directeur et le chef de l'orchestre philharmonique de Miami, là où il avait fait ses premières armes et avec lequel il faisait sa prochaine tournée. Nous avons été très courtoisement reçus et lorsque Peter a eu fini d'exposer l'objet de notre visite et remis le dossier au directeur, le moins que l'on puisse dire est qu'il y avait plus que de l'incertitude dans leur expression. Peter était certes un interprète surdoué, mais de là à se lancer dans les difficiles exercices de la composition, il y avait tout de même plus qu'un grand pas. Peter leur a dit qu'il comprenait très bien leur étonnement, mais qu'il demandait juste que ces messieurs nous écoutent 10 minutes avec les 2 annexes qu'il avait préparées en fin de dossier. Un instant d'hésitation, puis ils ont accédé à notre demande et nous les avons suivis dans le salon de musique attenant à leur bureau. Peter avait amené son violon. J'ai utilisé le piano du studio, un Steinway, un des meilleurs. Le temps de nous mettre en place et nous avons attaqué le premier extrait pour 5 minutes plus tard, passer au 2e.
Pendant toute l'exécution, nous n'avons pas regardé un seul instant les deux messieurs assis devant nous. J'étais plongée dans tes yeux et dans ton cœur, et Peter m'accompagnait dans ce voyage. À cet instant, Peter jouait pour nous deux, et les notes qu'il tirait de son violon étaient tout simplement irréelles. Quand j'ai plaqué le dernier accord, c'est un peu comme si nous étions ivres. Nous n'étions pas les seuls. Nos deux auditeurs sont restés muets un long moment. Ils n'ont pas applaudi comme il est d'usage, même quand ce n'est pas très bon. Sans se concerter, ils se sont levés, sont venus vers nous le visage marqué par l'émotion. Peter a eu droit à une longue accolade, quant à moi, au plus respectueux des baise-mains. Il n'y avait pas besoin d'autre réponse. Nous savions que pour la prochaine saison, mère et fils allions nous produire ensemble. Tu vois comment à 51 ans, on commence une carrière de pianiste de concert. John, mon amour, je voudrais tant que tu puisses un jour entendre ce concerto. Il est notre âme, à tous les quatre, car j'y inclus Gabriel, dont l'amour pour moi, Peter et toi ne s'est jamais démenti. Oui, et cet homme t'aimait, parce que tu étais dans mon cœur, parce que tu faisais partie de moi. Il disait souvent « Si on aime vraiment quelqu'un, alors il faut l'accepter tel qu'il est, et non tel que l'on voudrait qu'il soit. On ne peut trier et prendre ce qui nous convient en laissant le reste. Le Seigneur lui-même prend toute l'humanité comme ses enfants. Il ne rejette jamais personne, même les pires d'entre nous ont une place dans son cœur. Alors si nous ne pouvons prétendre lui ressembler, essayons au moins de suivre sa voie. » La tournée de Peter a commencé en septembre et s'est achevée en mai. J'ai donc dû prendre un congé sabbatique de 9 mois que la NASA m'a accordé sans difficulté. C'était la première fois que pour un congé, je devais suivre un rythme aussi effréné à raison de 3 concerts par semaine. Un jour sur 2, en représentation avec les répétitions en début d'après-midi et le concert le soir. Chaque concert était millimétré. Une introduction d'1 quart d'heure avec divers morceaux interprétés par le philharmonique, un entracte de 10 minutes pour changer le décor et assurer la recomposition et la remise en place de l'orchestre, puis c'était à nous, pour 1 heure pendant laquelle Peter et moi étions en totale communion entre nous, mais aussi avec le public. Dans chaque ville, à chaque concert, c'était le même scénario. La dernière note envolée, c'était d'abord un silence de cathédrale, pendant quelques secondes, puis, comme un seul homme, l'ensemble des auditeurs se levait et c'était l'ovation. Des cris, des sifflets, des bravos et un roulement continu d'applaudissements. Ils applaudissaient encore et encore, à en avoir mal aux mains. Dans certaines villes comme New York, nous avons connu jusqu'à 6 rappels. C'était un triomphe, partout où nous passions. Mais le plus éprouvant était le rituel des interviews, auquel il fallait se plier au quotidien, à raison d'1 heure avant les répétitions. Pas une seule de ces interviews ne se déroulait sans la question rituelle sur ma robe de concert. Pendant les 9 mois de la tournée, j'ai toujours porté la même, enfin, le même modèle, à chaque représentation. Au total, j'en avais 6. Tout identique, à commander à Paris, à la Maison Madénian. Tu te souviens de la robe dont tu avais failli faire craquer le bustier notre première nuit à Barbizon? Celle-là même que je portais lorsque nous avions dansé sur une valse de Strauss, la même que celle que je portais à l'ambassade pour le dîner du 4 juillet. Sur mes indications, la Maison Madénian avait mis 2 jours à retrouver le modèle dans leur archive et 1 mois pour la confection et la livraison. Record absolu et une merveille de réussite. J'avais raconté l'histoire de la robe à Peter et le fait que je la porte à chaque concert sublimait son jeu et le mien. Les concerts, les disques et les droits d'auteur ont rapporté et continuent de rapporter une petite fortune. J'ai laissé l'intégralité de ma part à Peter. Je ne pouvais monnayer le bonheur d'être dans tes bras 1 soir sur 2 pendant 1 heure. Il n'a pas voulu en garder 1 cent et a reversé l'intégralité de cet argent à une fondation finançant l'aide aux populations sahéliennes. À l'époque du concert,
Je n'avais pas encore eu le courage d'ouvrir l'album photo de notre voyage en Afrique, ni aucun autre d'ailleurs. L'Afrique. Tu m'avais fait découvrir ta terre, et 3 mois plus tard, je te faisais découvrir la mienne, l'Irlande. Des années après, alors que j'étais à la retraite, j'ai repris ces albums et j'en ai composé un livre dont j'ai donné un exemplaire à Peter et un à Gabriel, en même temps que mes mémoires sur l'écriture desquelles j'étais depuis plus de 10 ans. Voilà, que te dire d'autre, sinon que toutes les autres années ont passé paisiblement. Peter a enfin rencontré une jeune fille adorable, travaillant dans la décoration d'intérieur, donc un peu artiste comme lui. Ils se sont mariés l'année suivante, et Gabriel a tenu à ce que nous fassions une grande fête. Ça a été une merveilleuse journée. Les 2 jeunes mariés étaient beaux comme des anges. À un moment où je m'étais isolée pour te parler dans le secret de mon cœur, Peter est venu me trouver. Il m'a prise par le bras et m'a dit « Tu te souviens, maman, du dernier mouvement du concerto? L'allegro avec les épisodes solistes pour ton piano et mon violon? Le tout dernier, où ton piano joue seul, n'est rien d'autre qu'une danse nuptiale. La vôtre, maman. Celle pour John et toi, lorsque vous vous marierez un jour. Tu m'as tout expliqué, et je sais que je ne serai pas là. Mais je l'ai composée pour vous, et je suis sûr qu'elle sera jouée pour votre mariage. » J'ai senti une vague de bonheur me submerger. En un flash, j'ai vu un grand château avec une grande fête sur les pelouses, et toi et moi au bras l'un de l'autre, souriants et heureux pour le jour de notre mariage. J'ai serré très fort Peter contre mon cœur, et nous sommes restés une longue minute à savourer l'instant. L'année suivante, Marie, ma belle-fille, a donné naissance à un magnifique garçon, et depuis 5 ans, je suis la plus heureuse des grands-mères. Je suis très flattée quand, me promenant avec lui, beaucoup de personnes me complimentent sur mon fils, qu'ils trouvent très beau. Lorsque je leur dis que c'est mon petit-fils et non mon fils, je lis l'incrédulité dans leurs regards. Il est vrai que je fais encore jeune, mais de là à me donner 25 ans de moins, il y a une marge. Je n'ai pourtant pas été loin d'en être convaincue lorsque le mois dernier, un jeune et nouveau prof du FIT a entrepris de me draguer à la cafétéria du campus. Il avait 35 ans, et lorsque je lui ai dit qu'à 65 ans, je pourrais être sa mère, il a cru que c'était une astuce pour me débarrasser de lui. 3 heures après, sur le parking, il m'a abordé poliment. Il m'a dit qu'il me donnait à peine 40 ans, mais que s'étant renseigné, et tout en persistant à me trouver terriblement séduisante, il tenait à me présenter ses excuses. Je les ai acceptées et le remerciai pour sa galanterie, lui disant que j'étais très flattée d'être encore désirable à mon âge, au point d'avoir suscité son intérêt. C'est 1 an après que j'ai commencé à avoir des petits soucis. Vertiges et accès de fatigue anormaux m'ont amené à consulter le médecin de famille. Il m'a fait faire un bilan complet sans tarder. Je ne me suis pas inquiétée, me disant que pour mon 66e anniversaire, cela faisait partie de la routine. Lorsque 5 jours plus tard, d'un air grave et avec 1000 précautions, il m'a annoncé le résultat, j'ai eu une réaction étrange. Du moins pour lui. Je lui ai souri. Pensant que je n'avais pas compris, il a répété le diagnostic et a eu droit à un autre sourire. Comment pouvait-il comprendre qu'il venait de m'annoncer que le moment était venu de partir pour aller t'attendre ou te rejoindre, et que si j'étais triste de la peine que la nouvelle allait causer à Peter, Marie et Gabriel, je pensais tout au fond de moi, c'est enfin le départ tant attendu vers l'éternité, vers mon bien-aimé. Comme le médecin l'avait prévu, il s'agissait bien d'une forme particulièrement agressive et foudroyante de lymphome. Et 1 mois plus tard, j'ai passé ma dernière après-midi près de Gabriel, Peter, Marie et Brendan, mon petit-fils, sur la terrasse de la maison. Bien qu'amaigri et ayant souvent froid, rien ne laissait paraître la gravité de mon état, que les miroirs me confirmaient pourtant tous les jours.
Sans doute parce que j'avais demandé à ce qu'on m'épargne les traitements inutiles, plus difficiles à supporter que la maladie elle-même, je n'acceptais que les antalgiques, dont j'usais avec parcimonie. J'avais beaucoup apprécié le déjeuner et même bu un bon verre de vin. Puis nous étions passés sur la terrasse pour prendre le café et je me souviens que nous avions plaisanté et beaucoup ri des pitreries de Brendan. Comme cela m'arrivait de temps en temps, je me suis endormie dans le rocking chair et m'endormant, j'ai entendu Peter demander à Brendan de faire moins de bruit pour laisser mamie se reposer. Ce sont les dernières paroles que j'ai pu entendre. Car presque sans transition, je me suis retrouvée planant à quelques 2 mètres au-dessus de la terrasse. Je voyais tout le monde, y compris moi-même, dormant la tête inclinée sur le côté, mais plus aucun son ne me parvenait. Brusquement, j'ai vu Gabriel se lever d'un bond, venir vers moi, me prendre la main, relever ma tête, puis me prendre dans ses bras et se mettre à me bercer tendrement. Peter s'est levé à son tour, alors que Marie a mené le petit Brendan à l'intérieur. Et puis, tout est devenu noir, à l'exception d'un point lumineux qui s'est progressivement mis à grandir et vers lequel je me suis sentie aspirer. J'éprouvais un bien-être et un bonheur absolu, avec la sensation étrange de flotter dans le vide. Presque aussitôt après, je me suis retrouvée assise dans l'herbe d'une magnifique prairie à flanc de coteaux, plantée de toutes sortes d'arbres en fleurs et de quelques chênes sur lesquels 3 ou 4 écureuils jouaient à cache-cache. Des oiseaux chantaient et se répondaient de loin en loin. Le plus grand des chênes portait une cabane dans ses premières branches. Pour y accéder, un escalier de bois s'enroulait autour du tronc et conduisait au balcon attenant à l'entrée de la maisonnette. J'ai tout de suite reconnu en beaucoup plus grand la cabane que papa avait fait construire dans le jardin pour mes 9 ans et dans laquelle j'allais souvent jouer avec mes amis. Le premier étonnement passé, j'ai regardé mon corps. Ce n'était plus celui d'une femme de 66 ans, mais bien le corps de l'étudiante qui affolait les garçons du campus de Rochester. J'étais vêtue d'une sorte de robe, une chemise longue en tulle de soie blanc à manches courtes, resserrée sous les seins par un ruban de satin, avec aux pieds des sandalettes blanches. J'ai touché mes mains, mes bras, mes jambes, mon ventre, ma poitrine. Tout était en place et je sentais même mon cœur battre. Je me suis levée et me suis mise en marche vers le grand chêne, vers la cabane. J'ai alors ressenti une chose étrange. Chaque pas que je faisais m'éloignait de mes souvenirs. La scène de la terrasse, où nous prenions le café, pourtant si récente, commençait déjà à s'estomper. Ton visage, Barbizon, l'Irlande et toute notre histoire dont j'avais gravé chaque instant dans ma mémoire devenaient floues, disparaissant derrière un brouillard de plus en plus épais. Lorsque j'ai compris que ma mémoire s'évaporait lentement, je suis tombée à genoux. J'ai joint les mains et les larmes aux yeux, j'ai adressé une prière au Seigneur. « Seigneur mon Dieu, je vous en supplie, pas ça, pas mes souvenirs. Laissez-le-moi, laissez-moi Declan. Si à vos yeux je dois expier les fautes que j'ai pu commettre, affligez-moi ce que vous voudrez comme pénitence. Je m'y soumettrai la joie au cœur, mais laissez-moi mon amour. Par pitié, Seigneur. » Et c'est là que je l'ai vu. Sortant des buissons entre les chênes, un magnifique léopard s'avançait vers moi à pas lents, me fixant de ses yeux dorés. Je l'ai reconnu sans hésitation. C'était notre léopard, c'était Tchad, j'en étais certaine. La marque blanche qui ornait son poitrail en était la preuve. Mais comment se faisait-il que je puisse me souvenir de ce détail alors que ma mémoire était en train de me lâcher? En fait, plus le félin s'approchait de moi, plus mes souvenirs redevenaient précis. L'animal semblait réactiver ma mémoire. Arrivé à quelques mètres, il s'est arrêté
et j'ai entendu un grondement sourd qui ne semblait pas venir de sa gorge, mais de sa poitrine. Il a arrêté de gronder et s'est remis en marche, me fixant de ses yeux d'or. Parvenu à moins d'1 mètre, il a commencé à me tourner autour sans me quitter des yeux. Par moments, je sentais son souffle sur mes reins, sur mes jambes, puis sur mon ventre et mon visage. La mince tunique que je portais, n'étant qu'un voile arachnéen, il avait donc tout le loisir d'examiner sa proie, qu'il savait sans défense. J'étais toujours à genoux, et étrangement je n'avais pas peur. J'étais fascinée par la beauté de la bête, et surtout l'intégralité de mes souvenirs était revenue, avec une acuité que je n'aurais jamais soupçonnée possible. Dans ma tête, une phrase a fulguré. « Tu n'as rien à craindre, je suis le gardien de ta mémoire. » La même, mot pour mot, que celle que j'avais entendue à Sanara, alors que Chad m'observait derrière le pare-brise du patrol. Au 2e ou 3e tour, il s'est arrêté face à moi. J'ai lentement avancé ma main et l'ai posée sur sa tête. Il a soufflé bruyamment, comme un gros soupir, et s'est couché dans l'herbe devant moi. J'ai continué à le caresser un long moment, puis je me suis levée lentement. À pas compter, je me suis dirigée vers le grand chêne et la cabane. Après m'avoir emboîté le pas, Chad s'est porté à ma hauteur. Il marchait à côté de moi. Arrivé au pied de l'escalier, il s'est arrêté et s'est assis dans l'herbe, me cédant le passage. J'ai monté les marches une à une, lentement, très lentement, et lorsque je suis parvenue sur la petite terrasse, l'animal était toujours assis et me regardait, semblant attendre un signe de moi. Je lui ai fait un geste de la main pour qu'il me rejoigne, et là, en moins de 3 secondes, il avait gravi l'escalier avec une rapidité et une souplesse extraordinaires, et surtout dans un silence étonnant. Il s'est couché à mes pieds et s'est remis à gronder. En fait, j'ai compris qu'il ne grondait pas, mais qu'il ronronnait à sa façon léopard. De là où j'étais, je pouvais voir très loin le moutonnement des petites collines coupées de vallons boisés, où des dizaines d'oiseaux se rassemblaient en piaillant comme ils le font d'ordinaire pour la nuit. Il ne semblait pourtant pas que le soleil soit sur le point de se coucher. En fait, il n'y avait pas de soleil. La lumière provenait de façon uniforme d'un ciel d'azur sans nuages, et il était notable qu'elle était sérieusement baissée. Je m'apprêtais à entrer dans la cabane quand, très loin, tout en contrebas, et allant d'un bout à l'autre de ce que je qualifierais d'horizon, j'ai aperçu une construction rectiligne, piquée de taches noires à intervalles réguliers. Au-delà, il y avait une mer de nuages qui s'étendait aussi loin que le regard pouvait porter. La lumière baissant de plus en plus vite, il paraissait cependant illusoire de vouloir s'y rendre de suite. Je suis donc rentré dans la cabane, très sobrement décorée. Une table en pin avec une chaise canée, tout au fond un grand lit recouvert d'une couette bleue agrémentée de 2 oreillers. Une grande armoire en bois clair, dont la penderie contenait, rangées dans l'ordre de la palette de l'arc-en-ciel, des chemises en tulle de soie de toutes les couleurs identiques à celles que je portais. Sous chaque chemise, une paire de sandalettes de même teinte. Dans le tiroir du bas, des culottes de coton assorties aux chemises. Au fond de la pièce, à droite, une porte donnant sur une petite salle d'eau avec toilette, douche, lavabo et de magnifiques serviettes d'une douceur incroyable. Dans le miroir, c'était bien moi que je voyais, sauf que la jeune femme qui me regardait avait largement 40 ans de moins que le dernier reflet qu'un miroir m'avait renvoyé. J'ai soulevé ma chemise, disparu les bourrelets, remonté mes seins, aussi pleins et fermes que lorsque tu en avais fait connaissance. J'avais retrouvé mon ventre plat et musclé et, faisant un demi-tour, je pouvais voir les fesses que tu aimais tant avec leurs 2 fossettes.
Bizarrement, mon pubis était totalement imberbe, et l'effleurant de mes doigts, j'ai pu me rendre compte que ce n'était pas là l'œuvre d'un rasoir, mais bien celle de la nature, ou alors, par-delà l'espace et le temps, la rémanence de la crème d'Hélène. Je me suis dit que c'était donc ainsi, avec le visage et le corps de celle que j'étais à 24 ans, que j'allais te retrouver. 10 ans plus jeune, donc, que lors de notre rencontre. Lorsque je suis retournée dans la pièce principale, la nuit était presque tombée et sur la table, il y avait un plateau avec un bol de soupe, un morceau de pain, du fromage, quelques olives et une coupe de fruits. Personne n'était entré. Le plateau était simplement apparu au moment où j'avais eu faim. Je me suis assise sur la chaise et j'ai commencé à manger. Tout était excellent. Le fromage légèrement poivré et les fruits juteux et sucrés à souhait. Le léopard était couché en travers de la porte, la tête entre les pattes. Lorsque je l'ai appelé, il s'est levé. Il avait parfaitement reconnu son nom et s'est approché de moi. Il grondait, ou plutôt ronronnait, comme un gros chat, dont il a eu les gestes en venant frotter sa tête contre ma jambe. Puis il s'est couché à mes pieds. Lorsqu'après le dîner, je suis revenue de la salle de bain, le plateau n'était plus là, et la table entièrement propre et débarrassée des miettes de pain que j'y avais laissées. Chad était toujours à la même place, les yeux mi-clos. Il faisait si doux et le ciel piqueté d'étoiles était si beau que je suis allée sur la terrasse m'asseoir dans le fauteuil de bambou. Chad m'a suivi et s'est couché près de moi. De ma main gauche qui pendait de la coudoir, je lui ai caressé la tête et j'ai eu droit à un concert de ronronnements. C'était le seul bruit qui troublait le silence absolu de la nuit. J'étais bien. Tous mes souvenirs étaient là, et j'ai aussitôt pensé à Peter, Marie, Gabriel et mon petit Brendan, qui devaient être dans la peine alors qu'ils auraient dû se réjouir pour moi. J'ai prié très fort pour eux en demandant au Seigneur de leur envoyer sa grâce, puis j'ai pensé à toi. Mon corps et mon âme ont instantanément été envahis d'un bien-être comme celui que je ressentais après avoir fait l'amour. J'étais pleine de toi, de ta tendresse, et je me suis souvenue du serment de Galloway. Confusément, je sentais qu'il y avait un rapport avec la muraille que j'avais aperçue dans le lointain. Me promettant d'y aller dès le lendemain, je suis partie me coucher. Chad sur mes talons est venu s'allonger le long du lit, et il a eu l'air très intéressé lorsque j'ai enlevé ma chemise et ma culotte avant de me glisser sous la couette. Normal, c'était un garçon. C'est le premier rayon de soleil, ou plutôt la première lueur du ciel qui m'a réveillée. Chad n'était plus là. Sur la table, un grand plateau avec une assiette d'œufs brouillés, des viennoiseries, des fruits et du thé. Je suis sortie sur la terrasse toute nue, une brise délicieuse caressait mon corps. Je me suis longuement étirée et c'est là que j'ai aperçu Chad qui, au loin, revenait vers la cabane. L'air était si doux que je suis restée nue pour déjeuner et j'avais presque terminé lorsque Chad est entré. En guise de bonjour, il est venu frotter sa tête sur ma jambe en ronronnant. J'ai pris sa tête entre mes mains et l'ai embrassée entre les deux yeux, puis me suis levée pour aller à la salle de bain. Lorsque je suis revenue, comme la veille, la table était nette et le linge que j'avais laissé au pied du lit avait disparu. J'ai pris une chemise bleu ciel dans l'armoire avec une culotte et des sandalettes assorties. Il semblait qu'il était très tôt, car les oiseaux recommençaient juste à piailler dans les chênes. Je me suis dit que c'était le moment idéal pour aller explorer cette muraille sur l'autre versant du vallon. Je me suis mise en marche, Chad à mon côté. Il ne m'a guère fallu plus d'1 heure pour me retrouver au pied d'une gigantesque construction
de plus de 10 mètres de haut. Une muraille épaisse qui s'étendait à perte de vue de part et d'autre de l'endroit où je me trouvais. Juste en face de moi, une sorte de porte en forme d'arche romane. Je dis une sorte de porte parce qu'à la place des vantaux, il y avait une dalle d'un noir absolu, sans aucun reflet. Je me suis rapprochée pour toucher cette matière qui n'était ni du marbre, ni du verre, et dans laquelle je sentais comme une vibration. Je me suis tournée vers Tchad, mais il n'était plus là. Il se trouvait à 100 mètres sur ma droite, assis devant une autre porte, et poussait des sortes de feulements brefs, comme pour attirer mon attention. Je l'ai rejoint pour constater que cette porte avait quelque chose de différent. La matière noire n'avait pas le même aspect. Des ondes de lumière multicolores la parcouraient comme des vagues. Je me suis approchée et j'ai avancé ma main. À l'instant précis où mes doigts ont touché la surface noire, des milliers d'étincelles se sont mises à crépiter, comme si mes doigts étaient des électrodes. C'était un magnifique feu d'artifice qui s'est intensifié lorsque j'ai posé toute la paume de la main sur cette surface qui, maintenant, paraissait vivante. L'onde de plaisir et de bonheur que j'ai ressentie à cet instant s'est doublée d'un flash visuel dans lequel j'ai vu ton visage, s'avançant comme pour m'embrasser. Mes jambes se sont dérobées sous moi et je suis tombée doucement dans l'herbe de la prairie. Tchad est venu s'allonger contre moi. Il était calme et ne ronronnait plus. Il savait ce qui se passait. J'étais si bien, si heureuse, que je n'ai pas cherché à me relever tout de suite. Je me suis blottie contre Tchad et j'ai laissé le bonheur pénétrer chaque atome de mon corps. Je ne sais pas combien de temps je suis restée comme cela, et c'est la sensation de Tchad qui me léchait la main qui m'a fait doucement descendre de mon nuage. Je me suis levée, la porte irradiait encore ses vagues de couleurs, mais il y avait en plus comme une pulsation régulière qui, chaque fois qu'elle m'atteignait, me disait que l'instant de nos retrouvailles était proche et qu'il fallait m'y préparer. Alors je me suis avancée, comme si j'étais guidée par un fil invisible. Je me suis déshabillée et j'ai plaqué mon corps contre la dalle noire. Contrairement à ce que j'appréhendais, elle n'était pas froide, mais tiède. Un fourmillement a parcouru ma peau, non comme celui que l'on ressent avec l'électricité statique, plutôt comme si des milliers de doigts me caressaient. Et puis j'ai senti ta présence. Je n'arrivais pas à te localiser. Je savais juste que tu étais là, très proche, et j'ai eu la sensation que tu dormais. Alors, comme je le faisais parfois lorsque je m'éveillais près de toi dans la nuit, j'ai murmuré à ton oreille. Je t'ai dit que j'étais là, tout près de toi, dans un endroit merveilleux où j'allais t'attendre. Je t'ai dit que je n'avais jamais cessé de t'aimer, et le contact a été rompu. Je n'ai cependant pas bougé, comme si je savais ce qui allait advenir. De nouveau, tu étais là, et de nouveau je t'ai parlé, et puis une autre coupure, un autre contact, et toujours au même rythme. Et là j'ai compris. Cette alternance régulière de contacts et de coupures n'était autre que la succession des jours et des nuits à l'échelle de ton temps. Le contact, c'était quand tu dormais. La coupure, quand tu étais éveillé. Je suis restée ainsi un long moment. Elle se greffait à moi. Cette sensation de fourmillement s'est amplifiée puis stabilisée. C'est l'impression que quelqu'un me poussait qui m'a fait sortir de ma transe. Le quelqu'un en question, c'était Tchad, qui heurtait mes fesses de sa tête, sans doute pour me dire qu'il fallait rentrer. Je me suis décollée de la dalle noire. C'était féerique. Partout où mon corps avait été en contact avec la matière noire, des milliers de points lumineux de toutes les couleurs scintillaient. Ma silhouette était imprimée
en fluorescence sur la dalle. J'ai reculé d'un pas et la brillance de ma silhouette n'a pas varié. J'éprouvais la sensation d'être désormais connectée à la dalle. J'ai fermé les yeux, j'ai pensé à toi, et de nouveau le miracle s'est accompli. J'ai senti ta présence avec cette même alternance de coupures et de contacts que tout à l'heure, alors que mon corps était tout contre la matière noire. C'était bien cela, j'étais connectée à la dalle. Je n'avais plus besoin de la toucher et il ne faisait aucun doute que cette connexion n'était pas influencée par la distance. Je me suis retournée. Chad était assis dans l'herbe, à côté de mes vêtements, comme pour me signifier d'avoir à me rhabiller. J'ai remis mes vêtements et nous sommes rentrés tranquillement, sans nous presser. Chaque fois que je m'arrêtais et que je fermais les yeux, tu étais là. Lorsque j'ai franchi le seuil de la cabane, mon déjeuner était sur la table. J'ai mangé tranquillement, puis suis allée m'étendre sur la banquette de la terrasse. J'ai souri parce que j'ai pensé à nos siestes. Il ne m'a fallu guère de temps pour m'endormir. Lorsque je me suis éveillée, j'ai tout de suite ressenti que quelque chose avait changé. Désormais, à chaque contact que j'avais avec toi, tu m'entendais. Tu m'entendais et tu m'écoutais. La suite, tu la connais lorsque 2 jours après, tu as pu enfin me parler. Pour moi, c'était 2 jours, pour toi, plusieurs mois ou davantage. Une semaine plus tard, nous étions avec Chad, en train d'explorer un petit bois non loin de la cabane, lorsque la porte m'a appelé. Chad affolé, lui aussi, avait entendu l'appel. Il est venu se frotter contre mes jambes en me donnant des petits coups de museau un peu partout. Il n'avait jamais fait ça. Quand nous nous sommes mis en marche vers la muraille, il avait l'air tout triste, comme s'il savait que l'on allait devoir se quitter. Arrivé devant la porte, tout comme la première fois, je me suis déshabillée et je me suis accroupie pour dire au revoir à Chad. Il s'est mis à me lécher le visage, les mains et tout le corps. Étrangement, sa langue n'était pas râpeuse comme celle des chats, mais très douce. Je l'ai serré très fort contre moi et il a fait ce bruit étrange, ce miaulement si attendrissant. Dans ma tête, j'ai entendu sa voix. « Va maintenant, c'est l'heure. » Un dernier bisou entre ses 2 yeux dorés, et je me suis relevée. Sur la matière noire, ma silhouette brillait de plus en plus fort. J'ai plaqué mon corps contre la porte, et j'ai ressenti comme un ancrage. Je n'ai pas essayé de le faire, mais à cet instant, je savais que quoi que je tente, je n'aurais pu me décoller. Les pulsations ont débuté, d'abord très douces, puis de plus en plus fortes, jusqu'à atteindre un rythme et une intensité telle que j'ai senti que le passage commençait. Doucement, imperceptiblement, la porte était en train de m'absorber. À chaque battement du cœur de la matière correspondait une connexion avec ton esprit. C'était comme si des jours entiers se succédaient à une vitesse fulgurante. Au début, tu m'entendais pas. Mais à la 3e ou 4e pulsation, tu m'as répondu, étonné de ce qui arrivait, mais si heureux. Je pouvais sentir ta joie. Je sais que chaque nanoseconde pour moi est une nuit pour toi. Dans moins de 5 minutes de mon temps, la porte m'aura absorbée tout entière et je serai dans un autre univers. Je profite de ces précieux instants pour te parler, une dernière fois, avant de retrouver tes bras. Ces minutes pour moi vont être de longs jours pour toi, peut-être de longs mois ou même des années. Je ne sais pas. À la fin, tu croiras avoir perdu le contact et tu en seras sans doute très malheureux. Ne le sois pas, mon chéri, car cela signifiera que tout est accompli.
J'ai beaucoup pleuré au récit que tu m'as fait de ta vie après que nous nous sommes séparés. La séparation d'avec la mère de tes enfants m'a bouleversée. C'était stupide de ma part de te demander d'aller régulièrement au Saphir pour ne pas accumuler trop de frustrations sexuelles. Tu me l'avais pourtant dit. Mais je te verrai partout, au bar, dans chaque couloir, dans chaque salon. Cette séparation était inévitable. Comment n'ai-je pu le comprendre? T'avoir fait promettre le contraire était une lourde erreur, et c'est toi qui en as payé le prix. Pardon, mon amour. Je me souviens de ce que nous avait dit Catriona. Ne vous écartez pas du bien, car seule une terrible pénitence pourra alors vous ouvrir la porte. Et cette pénitence a été la rencontre avec cette femme dont tu as su tout de suite qu'elle était dangereuse, mais que tu n'as pas hésité à prendre pour compagne, te pensant capable de la délivrer de ses démons. Je n'ose imaginer les souffrances que tu as dû endurer à la perte de toutes nos photos, avec tous tes biens, lorsque tu as été contraint de quitter l'Afrique précipitamment. Encore aujourd'hui, tu traverses une autre épreuve avec courage, et c'est grâce à ce courage que nous pourrons être enfin réunis à jamais. Je te le dis encore une fois, juste la dernière fois, avant de me retrouver dans tes bras. I love you so much. Ou comme on le dit dans la langue de mes ancêtres, Esbralam tu Anmiachian. C'est plus joli, non? Mon tendre amour, je viens vers toi. Plus rien ne pourra nous séparer. Je t'aime de tout mon cœur, de tout mon corps, de toute mon âme. Go Analua Anash. À très bientôt maintenant. Ton Ailish.